Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, un nouveau webinaire du collectif Cadres sur la thématique des plateformes physiques de matériaux de réemploi du bâtiment. Donc je fais un court rappel de qui est le collectif Cadres. Je pense que beaucoup commencent à nous connaître. Donc c'est une coopération qui est née d'un appel à projet lancé par la région Nouvelle-Aquitaine. On est dans notre deuxième année d'action. Et dans ce collectif, on a plusieurs structures de représentées. ADI, ATIS, la CRES, Hydre, INAE, ODI, c'est Renaître. Donc moi, je suis Anaïs Castaldo, je représente Hydre, interprofessionnel de la déconstruction et du réemploi. Et aujourd'hui, j'étais Amana Galliano, qui m'accompagne aussi, qui représente INAE et qui va gérer les questions notamment que vous allez poser dans le chat. Donc, comment va se dérouler le webinaire? On a 4 interventions aujourd'hui. On a Alicia Gori qui va commencer, qui est de la CERC Nouvelle-Aquitaine et qui va nous présenter une étude qu'ils ont menée sur les plateformes de réemploi. Et sera suivi 3 témoignages de 3 structures différentes. Thierry Mougenot pour Mélusine, Louis Blénaud pour BDS et Olivier Cagnon pour Remabat. L'objectif, c'est qu'on va débuter par Alicia qui va nous présenter son étude et elle va, après sa présentation, on va avoir quelques échanges questions-réponses. Après, nous continuerons avec les 3 témoignages des plateformes et vous aurez la possibilité d'avoir des réponses à vos questions à la suite des 3 témoignages. Comme on risque d'être très nombreux, on vous demande donc de couper les micros et les caméras. Et les questions, ce sont par le chat qu'elles sont posées. Et, on essaiera de traiter toutes les questions du coup après l'intervention d'Alicia ou après les 3 interventions des 3 structures. Voilà, bah écoutez, bienvenue et bon webinaire à toutes et à tous. Et on débute du coup avec Alicia Gori de la CERC. Donc Alicia, je te laisse partager ta présentation et puis on te laisse introduire du coup l'étude que vous avez menée sur les plateformes physiques de réemploi. Super, merci. Bonjour à tous. C'est bon, Anaïs, pour le diapo, on C'est voit? parfait. Ok, super. Donc, Alice Sagory, je suis chef de projet à la CERC Nouvelle-Aquitaine et effectivement, on a mené une étude sur les plateformes physiques de réemploi. Donc, je vais vous présenter les principaux résultats aujourd'hui. Très rapidement, revenir sur ce qu'est la CERC. Donc, nous, on est une structure, CERC, c'est pour Cellule économique régionale de la construction. On est une structure d'échange et de concertation qui rassemble les acteurs publics comme l'Adréal, la région, l'ADEME et les acteurs privés, notamment les fédérations professionnelles comme la FFB, la CAPEB, les SCOP. Et donc, on rassemble ces acteurs pour présenter des outils d'aide à la décision sur la filière de la construction. Il y a une CERC dans chaque région et on a un GIE qui nous permet de nous coordonner sur certaines études. Au sein de la CERC Nouvelle-Aquitaine, on travaille sur 6 pôles différents. euh, et il y en a un qui est spécifique sur les matériaux, les déchets et l'économie circulaire. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on participe à l'ORDEC, qui est l'Observatoire régional des déchets et de l'économie circulaire, qui est piloté par l'Adréal, la région et l'ADEME et qui est piloté par la REC pour la partie tous les déchets sauf le BTP et nous on s'occupe de la partie BTP. Dans ce cadre-là, on a signé une feuille de route sur les déchets du BTP pour l'année 2022-2023 qui est financée par les mêmes acteurs, l'Adréal, la région et l'ADEME. Sur cette feuille de route, on avait 3 volets, les déchets inertes et matériaux recyclés, les déchets non dangereux et puis le réemploi. Sur cette partie du réemploi, on ne savait pas trop quoi faire initialement. Il y avait plein de choses qui se créaient, notamment la CADRES qui intervenait sur plusieurs champs, mais pas que. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, sur la partie plateforme de réemploi, qui est un peu l'outil industriel, entre guillemets, du réemploi, il y avait une connaissance qui n'était pas encore affinée. Et donc, on a repris le travail d'ADI. Qui avait donc commencé à faire le recensement des plateformes physiques pour la CADRES et on a cherché à développer la connaissance de ces structures-là.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené une enquête. Donc, on est parti d'une connaissance très large de toutes les plateformes, de toutes les recycleries, ressourceries du réseau Renaître. On a pris l'annuaire Opalis, on a récolté tout ça et puis on est allé interroger toutes ces plateformes entre mai et juillet 2023 pour déjà savoir si elles répondaient bien à ce que nous, on entendait par plateforme de réemploi et puis savoir bah, comment ça s'organisait. Donc, on est passé par un questionnaire en ligne avec de la relance de mail et de téléphone. Nous, on s'est concentré sur le périmètre réemploi dans le sens juridique du terme, donc avec le fait que ça passe pas par le statut de déchet et que c'est réemployé avec un usage identique à ce pourquoi il a été fabriqué. Ça veut dire qu'on a exclu les sites qui ne faisaient que du démantèlement ou que de la transformation pour de la réutilisation. Ceux-là, on les a mis de côté pour cette enquête-là. Ensuite, sur la partie plateforme, on s'est vraiment concentré sur ce qui était physique. Il peut y avoir des annuaires en ligne, des catalogues en ligne associés, mais vraiment, on a tenu à ce que ce soit une implantation physique. Et puis, sur la gamme de produits, on les a rassemblés en 11 familles différentes. Et donc là, les produits, ça vient principalement des chantiers de déconstruction, mais on sait que sur ces plateformes-là, il y a aussi des chutes de chantier, des surplus ou des erreurs de commande, des invendus. Pour expliquer ce qu'on n'a pas gardé, on n'a pas gardé par exemple tout ce qui était lié à l'ameublement. Pour nous, ça rentre dans un périmètre un peu différent. Pareil pour tout ce qui était outillage. Et puis toute la partie déchets inertes des TP, on les exclut aussi, on les traite de manière différente. Au total, on a recensé 46 plateformes de réemploi qui sont opérationnelles en Nouvelle-Aquitaine. Et on s'est rendu compte qu'elles avaient vraiment des modes de fonctionnement très différents. Donc, on a essayé de les catégoriser pour un peu mieux les appréhender. Ce qui fait qu'on a 18 plateformes qui rentrent dans ce qu'on a appelé la catégorie 1, parce qu'on n'a pas su les qualifier au mieux. Là, on a des plateformes qui ont des espaces de stockage assez conséquents, qui sont très souvent spécialisées sur la partie BTP, mais pas tout le temps. En général, elles ont des gammes de produits qui sont assez larges et elles s'adressent à un public à la fois professionnel et particulier. Si on regarde un petit peu dans le détail, on voit qu'il y a des entreprises et des associations de déconstruction, ce qu'on appelle des matériothèques, des gestionnaires de déchets initialement, et puis des recycleries et ressourceries. Parmi ces structures-là, on en a quatre qui sont des structures d'insertion par l'activité économique. Ensuite, sur la partie catégorie 2, qui sont en bleu, on en a recensé 15. Et donc là, on est plus sur des structures qui ont des produits très variés, qui sont vraiment multifilières, avec des gammes sur la partie BTP qui sont souvent un peu plus restreintes et qui se contentent du second œuvre parce que c'est plus petit. Enfin voilà. Et là, on retrouve principalement des ressourceries et des recycleries, une association d'insertion, une matériothèque et un professionnel du BTP. Et enfin, la troisième catégorie, en violet, on en a 13. La catégorie 3, ce sont des plateformes qui en fait sont plutôt réservées à des produits qui ont une valeur patrimoniale qui est forte. Donc là, on a tout ce qui est tomates, cheminées, radiateurs en fonte. Et on voit que ce sont des acteurs un petit peu différents des deux premières catégories. Ce sont plutôt des antiquaires, des entreprises de restauration du patrimoine, des tailleurs de pierre. Et ceux-là, en fait, dans la suite, dans les analyses, on les a pas gardés parce qu'en fait, eux-mêmes ne s'identifient pas comme faisant partie du marché plateforme de réemploi. Donc, ils sont un peu à part, mais on a tenu à les identifier quand même parce que pour nous, ça fait quand même partie de l'activité réemploi dans le sens où on l'entend. Pour visualiser un petit peu ce que ça donne sur une carte, donc vous avez en jaune ceux de catégorie 1, en bleu plateforme de catégorie 2 et en 3 plateforme de catégorie 3, en violet, pardon. Et en vert, ce sont les projets. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'au final, il y a quand même une couverture sur à peu près tous les départements, mais elle n'est pas homogène. On voit qu'en Gironde, en Dordogne et dans les Pyrénées-Atlantiques, il y en a pas mal, on va dire, alors que sur le Lot-et-Garonne, par exemple, ou les Deux-Sèvres, il y en a quand même moins. Euh, et on voit que c'est situé plutôt sur des zones rurales, mais pas seulement. Donc, quels sont les principaux enseignements qu'on a retirés suite à toutes ces analyses? Alors, déjà, il y a une couverture géographique
qui est bien réparti, mais qui est encore assez modeste. Après, on voit qu'il y a quand même, ça tend à se renforcer dans le sens où déjà, vous avez vu, il y avait 14, 15 plateformes en vert, qui sont en projet, alors avec différents niveaux de maturité. Et puis, il y a la REP PMCB qui fait que les éco-organismes s'emparent aussi de ce sujet et développent des appels à projets pour favoriser l'émergence de nouvelles plateformes. Et puis, toujours dans la REP PMCB, il y a les zones de réemploi qui tendent à se développer sur les déchetteries publiques. L'autre point qui était intéressant à noter, c'est que finalement, cette activité de plateforme de réemploi, elle est assez récente dans les plateformes qu'on a interrogées toujours, hein. Elles avaient toutes développé cette activité spécifique sur les matériaux BTP depuis moins de 3 ans, enfin la moitié depuis moins de 3 ans, donc c'est assez récent. Ensuite, comme on l'a vu précédemment, ce sont des plateformes qui sont gérées par des acteurs très différents. On a à la fois des structures qui initialement étaient sur la gestion de déchets, d'autres qui étaient plutôt des déconstructeurs, et puis des activités aussi qui sont plus liées à des activités d'insertion, d'économie sociale et solidaire. Donc, ça explique en fait qu'on a des plateformes qui sont assez hétérogènes, et ça à plusieurs niveaux. Déjà dans la gamme des produits qui sont acceptés sur les plateformes, toutes n'acceptent pas les mêmes familles de matériaux. Par exemple, tout ce qui est sanitaire et plomberie, a priori, tout le monde les accepte. Par contre, sur la partie gros œuvres, les plateformes de catégorie 1, qui sont un peu mieux structurées, elles vont en accepter toutes, alors que les plateformes de catégorie 2, il y en a moins qui en acceptent parce qu'il y a besoin d'un certain espace de stockage qu'elles n'ont pas forcément. Sur les espaces de stockage, notamment, on a des espaces qui sont dédiés à ce stockage de matériaux du bâtiment, qui représentent à peu près 20 mètres carrés pour certaines plateformes, et puis qui sont à plusieurs milliers de mètres carrés sur d'autres. Donc on voit que c'est vraiment une gamme très étendue. Euh, et puis, sur les conditions d'accès aussi, il y a des disparités. Il y a certaines structures qui sont des associations et donc qui demandent d'être adhérents pour accéder à la plateforme, que ce soit pour déposer ou pour venir acheter. Également, sur les horaires d'ouverture, il y en a certaines qui ne sont accessibles que sur rendez-vous parce que finalement, il y a besoin de moyens humains pour être ouvert tout le temps et toutes ne l'ont pas, ces moyens humains, donc elles préfèrent passer par rendez-vous, ça a un côté pratique. Et puis, voilà, toutes n'ouvrent pas en même temps. Certaines sont plus, notamment les ressourceries et recycleries qui sont multiflux, elles vont être ouvertes souvent les mercredis et les samedis pour accueillir du public particulier. Et puis, les autres, elles sont un peu moins ouvertes le samedi, par exemple. Donc, on voit qu'il y a vraiment à plein de niveaux, ce sont des situations très différentes, ce qui fait qu'au final, il y a un peu un modèle économique par structure pour l'instant, il n'y a pas une grande tendance qui se dégage. Ce qui rejoint un peu toutes les plateformes pour l'instant, c'est le fait que les modèles économiques ils sont souvent fragiles quand même. Il y a beaucoup de structures qui reposent sur un financement lié à beaucoup de subventions. Donc il y a besoin un peu de pérenniser tout ça. Donc pour y arriver, il y a une partie des structures qui développent d'autres activités, comme l'activité de démantèlement, l'activité de dépose soignée, de diagnostic ressources. Il y en a qui font de la formation et toutes ces activités elles vont leur permettre de générer du revenu en fait, parce que la vente uniquement des matériaux ne suffit pas pour couvrir les frais qu'il y a par ailleurs. Mais à côté de ça, on sent qu'il y a une professionnalisation, comme on dit, dans le sens où il y a aussi toute une question qui est posée par cette structure-là sur le côté assurantiel, sur le côté quel est le juste prix, comment est-ce qu'on fixe un prix, comment est-ce qu'on va garantir nos produits, comment on va voilà, s'intégrer dans une chaîne d'acteurs pour vraiment être reconnu en tant que tel. Et puis, il y a aussi un travail qui est fait sur la mise en visibilité des stocks parce que finalement, si elles arrivent relativement bien à capter les flux, elles ont assez du mal, pour une partie en tout cas, à écouler les produits qui y sont rentrés. Et donc, ça passe par voilà, des mises en ligne de catalogues pour voilà, montrer quels sont les stocks disponibles et donner envie de venir parce qu'on sait tous qu'on ne va pas faire le tour de toutes les plateformes de réemploi pour trouver quelque chose. Donc c'est facile, enfin c'est plus facile quand on a l'accès en ligne. Et puis le dernier point, c'est sur la partie des moyens humains. Là encore, on a des situations très différentes. Il y en a qui ont
uniquement des bénévoles. Il y en a d'autres qui fonctionnent avec des salariés en CDI ou en CDD. Il y en a qui sont aussi spécialisés dans l'insertion et qui ont par ailleurs des emplois en CDI, CDD parce qu'il y a besoin d'encadrement. Donc ça fait qu'on a vraiment des niveaux très différents de moyens humains qui sont mobilisés. Par rapport au bénévolat, il y a un peu deux facettes à ça. D'une part, ça montre aussi que bah, il n'y a pas toujours les fonds financiers pour embaucher en CDI, enfin en salariat. Mais d'un autre côté, ça montre aussi quand même le côté l'engouement qu'il peut y avoir sur cette filière. Et puis, ça rappelle le rôle social finalement des structures de l'ESS. Donc, c'est pas uniquement un mauvais constat. Donc, pour aller plus loin, il y a l'analyse complète avec tout plein de graphiques, si ça vous intéresse, sur notre site internet qui est disponible en ligne. Et il y a aussi, parce que c'était aussi tout l'enjeu de ce recensement, le fait de faire un annuaire des plateformes que vous pouvez retrouver en ligne et qui existe en version papier. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai pris trois fiches purement au hasard, bien sûr, euh, qui représentent, donc vous avez une fiche par plateforme, et donc sur chaque fiche, vous avez les coordonnées, les horaires d'ouverture, les conditions d'accès, qui peut venir déposer ou qui peut venir acheter, quels sont les types de familles de produits que vous allez y retrouver, et puis s'il y a d'autres activités qui sont menées par la plateforme, bah, on les a aussi mises en avant. Euh, voilà, c'était pour présenter rapidement ce qu'on avait fait. Et puis voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, j'ai pas trop pu voir. Ouais, merci beaucoup Alicia. C'était très clair et merci pour ce travail. Alors effectivement, là pour le moment, moi j'ai pas de questions dans le chat. On peut prendre quelques secondes si s'il y en a qui veulent se lancer sur le chat pour rédiger une petite question. On a un petit temps de prévu maintenant. Si ça vient pas maintenant, c'est pas grave. On laissera la place à nos trois intervenants et on pourra prendre vos questions tout à la fin du webinaire. Donc n'hésitez pas surtout à mettre des questions au fur et à mesure, on les traitera à la fin. Et du coup, pour peut-être répondre à une question qui pourrait venir, évidemment, on fournira les liens vers l'étude et l'annuaire de la CERC. Et Alicia aussi est OK pour fournir sa présentation du jour. Donc, elles seront restituées après le webinaire pour ceux qui sont présents et puis ceux qui sont absents. Du coup, si personne n'a envie de poser de questions pour l'instant, on pourra peut-être débattre effectivement à la fin sur les sujets de... Ah, il y a quand même une question qui vient d'arriver. Ouais. Quel est le chiffre d'affaires moyen des plateformes? Alors ça, c'est une Est-ce que tu question qu'on l'as? n'a pas traité, le volet financier, parce qu'on sait que c'est des données qui sont un peu susceptibles à avoir et on a vraiment préféré se concentrer sur la partie logistique et organisationnelle. Ça fera peut-être partie des prochaines. D'ailleurs, je ne sais pas si vous faites, si vous êtes amené à faire plus d'études que ça après. Hein, Et est-ce qu'il y aura ben, d'autres l'idée, effectivement, c'était de pouvoir reconduire cette enquête-là. Alors, pas cette année, on peut peut-être tous les 2 ans faire refaire ce travail tous les 2 ans. Après, ça dépend aussi de nos feuilles de route, de nos financeurs, de ce qu'on priorise. Mais l'idée, c'était vraiment de faire une première base et puis d'avoir une évolution par la suite. Donc, ce serait vraiment souhaitable qu'on puisse continuer. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Aussi, pensez bien, s'il vous plaît, pour ceux qui l'ont pas fait, d'éteindre vos micros, parce que des fois, on entend des petits trucs. On n'a rien entendu de... Mais bon, voilà. Pensez bien à éteindre, s'il vous plaît, pour le confort de tout le monde. Ah, j'ai une autre question. Le rayon géographique d'une plateforme. Alors, ben, ça encore, c'est pas facile en général. On dit souvent, oui, c'est une aire de 20-30 km aux alentours, mais je pense que c'est vraiment ça dépend vraiment de chaque plateforme, de s'il y en a beaucoup, s'il y a personne autour, ça peut aller beaucoup plus loin, à mon avis. Mais peut-être que justement, les témoignages qui vont suivre auront une meilleure visibilité sur ça. Tout à fait. Belle transition. Merci Alicia pour nos intervenants. Donc voilà, on avait fait le choix de choisir trois structures différentes pour montrer trois typologies de plateformes.
On va enchaîner les présentations et puis vous pourrez évidemment réagir. Et comme je vois qu'on n'est pas hyper nombreux, peut-être qu'on acceptera des questions avec caméra et micro pour que ça soit un petit peu plus vivant. Du coup, c'est Terry Mougenot de Mélusine qui va débuter. Terry, si tu veux bien Oui, partager je ton suis en écran, ligne, vous m'entendez bien? on t'entend très bien. Ok, donc je vais partager le document. Alors, 2 petites secondes. Hop. Bon, vous voyez bien l'image? C'est parfait, tu peux Ok. y aller. Donc, Thierry Mougenot, je fais partie du collectif Mélusine. Je suis le facilitateur du collectif. On est un tiers-lieu hybride avec beaucoup d'activités différentes et variées que je vais vous présenter. Alors, on est dans une ancienne friche commerciale, donc on a la chance d'avoir du terrain et un bâtiment euh, qu'on a pu acquérir grâce à la création d'une ESI à partir des membres du collectif. Voilà, on a 8 associations dans le collectif, donc ce document sera à disposition ensuite, et donc je ne vais pas vous les détailler. On a 25 bénévoles récurrents, une centaine d'utilisateurs réguliers, surtout sur la partie recyclerie, 1500 membres utilisateurs moins fréquents et 6000 bénéficiaires sur l'année. On a également des entrepreneurs qui nous ont rejoints et qui sont hébergés par le collectif et qui veulent créer un groupement d'intérêt économique. Le collectif a pour l'instant 2 salariés, il va bientôt en avoir un troisième. On a 2 contrats civiques, on va bientôt en avoir 2 autres. On reçoit également régulièrement des stagiaires de diverses écoles, de la mission SNU, donc Service National Universel. On a des personnes vulnérables qui nous sont envoyées par Audacia et des personnes qui viennent de la ferme Maison Celle qui sont des détenus de fin de peine. Et donc, toutes ces personnes permettent de faire tourner le collectif sur les différentes activités que nous avons. Une structure à destination de tous et toutes, des membres pour partager, créer et animer le lieu, un projet associatif dans un but d'emploi pérenne, un projet à l'échelle locale pour le réemploi, les activités culturelles et les animations, ainsi que la réduction des déchets, un projet régional sur la valorisation et sur la formation, le collectif étant intervenant pour le réseau national des ressourceries et le réseau Renaître sur la formation professionnelle d'habitation électrique et d'apprentissage des dépannages des équipements électriques ou électroniques, donc soit sur notre site, soit en déplacement sur les autres recycleries. Nous avons un projet de recherche et on cherche des financeurs pour ce projet à l'échelle régionale sur le volet PMCB, donc avec l'apprentissage de diagnostic ressources et de la dépose sélective. On a des espaces également partagés, salles de réunion, bureaux, ateliers, réparation de métal, couture, qui sont pour la plupart réalisés grâce au chantier de construction que l'on fait, donc de la matière qu'on va chercher sur un site et qu'on réinjecte sur notre site. On a un Fab Lab qui permet de faire pas mal de réparations, entre autres. On a un espace recyclerie, vente et des ateliers qui sont dédiés, où on a également des cafés réparation citoyens pour les gens qui ont besoin de pouvoir réparer leurs équipements et d'apprendre à le faire. On a les accompagnements de projets, on a l'animation de la formation professionnelle que j'ai dit, on a des accueils de maraîchers, d'artisans et d'artistes pour porter leurs projets. On a la création et l'animation de spectacles, d'escape games, de serious games, de jeux d'enquête, des ateliers de découverte. Donc ça, c'est plus à destination des ados ou des entreprises. Donc, vous voyez, on est multi-activités. Quelques images qui permettent de voir ce que l'on fait. Donc, par exemple, l'année dernière et l'année d'avant, on a participé à la création des costumes d'un spectacle, le spectacle de Mélusine à Lusignan. Et le petit bonus, c'est que ce n'est pas nous qui avons réalisé les costumes, mais les artistes qui ont appris à réaliser les leurs. Donc, ça fait partie de notre ADN. L'atelier de réparation audiovisuelle, donc, sur lequel on a des bénévoles et un salarié qui interviennent. On a des animations autour de la réduction des déchets. On va prendre un objet qui est devenu un déchet, on va le transformer pour qu'il soit réutilisé en autre chose. Donc ça, on en a les mercredis et les samedis. La formation professionnelle, comme je vous ai dit, donc là, c'était une habilitation électrique sur notre site. On ouvre nos projets au fur et à mesure des capacités financières que l'on a, mais également du monde qu'on a à disposition, que ce soit des salariés ou des bénévoles pour créer les zones. Notre atelier de dépannage qui a été créé,
80% en réemploi. La ressourcerie, mais l'usine, donc, que vous pouvez visiter, qui a 500 mètres d'espace de vente. Le Fab Lab, dont je vous ai cité tout à l'heure, donc pareil, qui a été fait quasiment à 80% en réemploi, à part les machines. Au projet à court terme, nous avons l'aménagement d'un atelier de sablage et de peinture pour faire du relooking de meubles. Donc, on est accompagné par Valdelia et par Éco-Solidaire sur la création de ces ateliers, mais également sur l'apprentissage pour pouvoir réaliser ces ateliers. Donc, on vient de débuter la formation. On a la finalisation des ateliers de couture, de l'isolation, entre autres, du site, l'atelier métal et le réaménagement du Fab Lab qu'on a déménagé pour l'agrandir. La finalisation du café associatif et des bureaux partagés. Donc, c'est pareil, c'est simplement rajouter de la ventilation forcée. Création d'une matériothèque avec l'accompagnement des canaux de Suez, de Valélia et de Vinci. On a été accompagné pendant 16 mois pour réaliser la matériothèque, mais aussi apprendre toutes les réglementations au niveau de la dépose sélective, la REP-MCB. Maintenant, la matériothèque est opérationnelle avec 3 conteneurs de 40 pieds dans lesquels sont stockés les équipements. La formation professionnelle que l'on dispense déjà, mais pour laquelle on veut augmenter nos capacités liées au bâtiment, comme je l'ai dit, donc pour diagnostic ressources et dépôt sélective. L'inauguration du café réparation itinérant. Donc, on a un véhicule maintenant qui est complètement équipé, qui permet de se déplacer et pouvoir réaliser ces cafés réparations sur différents sites, que ce soit des recycleries qui ne sont pas équipées pour le faire, des déchetteries, des centres de village. Voilà. C'est des choses qu'on met en place avec l'itinérance de la Maison pour tous en partenariat. Finaliser les espaces de décor et de costumes de spectacle. Donc, comme je l'ai dit, on fait du décor, on fait des costumes et du spectacle et des escape games. Et donc, on a un énorme stock de costumes et d'accessoires qu'il faut remettre au goût du jour et surtout pouvoir partager. Le travail de formation autour du réemploi et plus spécifiquement du BTP. Donc là, on continue à acquérir nos techniques et la réglementation grâce à Suez, entre autres. On a également en projet la création d'un biolab avec le concours de la CEREP, donc qui va agrémenter le Fab Lab. Donc un biolab à destination des particuliers, des jeunes, et puis par exemple des agriculteurs qui auraient besoin de vérifier l'eau ou la terre de leur structure. En projet à long terme, on a 2 gros projets. Le projet Theseus, qui est une animation multi-activité de 200 mètres carrés, une sorte de escape game géante, qui va être créé avec beaucoup d'objets qui sont des déchets ou de la réutilisation de mobilier ou d'équipements professionnels ou particuliers. On a plusieurs structures qui nous accompagnent pour ce projet, qui est Lab, la Ménie d'Edlis, l'école du design de la Nouvelle-Aquitaine, et 2 programmeurs, une costumière et un créateur de décor. Et la dernière chose, c'est la réfection des toits. On a 2000 mètres carrés de toiture, une partie est déjà en bac acier, une partie est encore en fibrociment, et on voudrait pouvoir enlever tout ça et y implanter des installations photovoltaïques en autoconsommation, mais donc pas forcément que pour nous, peut-être pour les maisons autour de nous, essayer de faire un projet commun, et s'il reste quelque chose, pouvoir le revendre à EDF. Donc voilà, on cherche des partenaires aussi pour pouvoir créer ces installations photovoltaïques. On a un parking de 3000 mètres carrés sur lequel on pourrait aussi implanter des ombrières. Un exemple de ce qu'on a fait sur notre site. Donc avant, l'endroit où on est arrivé, c'était de la moquette, les faux plafonds qui commençaient à gondoler, le sol, c'était également de la moquette. Donc on a tout démonté et ensuite, après, ce que ça la donne, avec toujours 80% de réemploi de diverses entreprises que l'on a été chercher sur site et ensuite réimplanter sur notre site. Donc on a la chance d'avoir tous les corps de métier dans le collectif, ce qui nous permet de faire nos travaux par nous-mêmes et ensuite avoir juste à les faire valider par la PAV. Le projet de chantier école dont je vous ai parlé, donc on a déjà la salle de formation, on a déjà les ateliers, on a encore à créer le volet dépôt sélective, donc un exemple de Noria Formation par exemple que vous avez à côté, mais également proposer des étapes de diagnostic de ressources pour les ressourceries ou recycleries qui voudraient s'y lancer dans un premier temps. Et donc le projet Theseus, voilà, vous avez un peu de visuel de ce qui a déjà été créé, donc soit par nous, soit par les structures qui nous accompagnent. Toujours en réemploi au maximum, de la programmation, donc des décors, des visuels qui ont été créés.
tous nos partenaires. Donc, on a la chance d'avoir pas mal de partenaires qui nous accompagnent, aussi bien financièrement que techniquement. Et bien sûr, merci aux bénévoles et aux salariés qui, s'ils n'étaient pas présents, ne permettraient pas au projet d'exister. Je suis encore dans les clous. Ensuite, pour nous contacter, l'adresse, le mail, nos numéros de téléphone, si vous avez besoin de nous joindre. Donc, ce document sera à disposition si vous avez besoin d'avoir d'autres informations sur nos choses que nous faisons. Je suis dans les temps, c'est bon? Super, merci Thierry. Non, mais très bien, c'était très bien. Merci pour le témoignage. N'hésitez pas si vous avez déjà des questions à chaud, peut-être à les inscrire dans le chat. Sinon, on fera un échange à la fin sur les questions que vous aurez à poser aux intervenants. Du coup, on va donner la parole à BDS. Donc, on a Louis Blénaud, Frédéric Hansler et Mylène Froidevaux qui sont présents pour parler de leur structure et de leur projet. Je vous laisse du coup prendre la main et partager votre document et puis nous faire part du coup de votre témoignage. C'est parfait, on voit la présentation et donc on vous laisse présenter tout ça. Et bonjour tout le monde. Donc, on va commencer par une petite présentation de BDS. Ensuite, vous expliquer un petit peu les diverses activités qu'on exerce, notre projet de plateforme réemploi qui fonctionne actuellement, comment BDS fonctionne vis-à-vis du réemploi des matériaux, la revente, les dons, etc. Les freins qu'on peut rencontrer dans cette activité de réemploi, mais aussi au fonctionnement de la matériothèque. Et on va vous exposer quelques préconisations et les besoins qu'on a. Donc, BDS, notre zone de chalandise, c'est toute la Nouvelle-Aquitaine et l'ancienne région Midi-Pyrénées. On a 3 sites, un à Mérignac historique, un à Poitiers qu'on a ouvert depuis le mois de novembre et un vers Toulouse qu'on a ouvert en début d'année dernière. On existe depuis 1990, on est une PME, on fait partie du groupe Cassou depuis 2007, on est 80 collaborateurs chez BDS. On fait un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros en démolition désamiantage, donc ça nous place parmi les leaders, si on parle de leaders, mais ce n'est pas du tout notre objectif d'être les leaders et les numéros 1, mais en tout cas d'être un grand acteur en déconstruction et désamiantage sur notre secteur. Donc, on est qualifié pour être des amianteurs, pour de la démolition haute technicité. On est masé par rapport à notre système de sécurité pour travailler en industrie et pour que nos collaborateurs puissent travailler en toute sécurité et qu'on puisse rentrer chez nous le soir. On est labellisé RSE depuis le début d'année, niveau confirmé auprès de la fac. Et on est auprès de la Chambre des commerces de Gironde, labellisé Éco-Défi. On ne sait pas encore quelle couleur de médaille, mais on sait qu'on sera labellisé Éco-Défi rapidement. Voilà, pour BDS. Donc, nos activités sont de la déconstruction et du curage, avant réhabilitation ou avant abattage, que ce soit tout ce qui est du génie civil, en termes d'ouvrages d'art ou bâtiments ou routes, etc., du désamiantage, du déplombage et de la dépollution, avec des opérateurs qualifiés, formés et des matériels en propre qui sont suivis et équipés spécifiquement. Et du coup, une activité qu'on développe depuis quelques mois avec Emma et maintenant Louis sur le réemploi et la déconstruction soignée sur nos chantiers. Donc, on va vous parler un petit peu de la matériothèque qu'on a mis en place au milieu de l'année dernière. Donc, cette matériothèque a différencié d'une ressourcerie parce qu'en fait, on ne reçoit pas de matériaux venus de l'extérieur. C'est essentiellement des matériaux issus de nos travaux de déconstruction qu'on va revendre ou donner à des artisans, des particuliers ou encore répondre aux besoins des maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'œuvre ou bureaux d'études. On a de nombreuses entreprises comme ça qui nous contactent. Donc, c'est 700 mètres carrés développés avec 100 mètres carrés de mezzanine où on y entrepose du mobilier, etc.
Et donc voilà, donc après on expose beaucoup de bois, ferronnerie, des équipements sanitaires et tout ce qui va être revêtement de sol. On dépose régulièrement, par exemple, de la moquette, parquet, etc. Et voilà, donc notre cible, ce sont principalement les artisans qui ont besoin tout simplement pour faire de la rénovation, etc. Voilà. Et elle est située à Mérignac, au siège de BDS. Donc cette matériothèque et l'activité réemploi de BDS fonctionnent de la façon suivante. Donc quand on obtient une mission de déconstruction en parallèle de travaux de curage et voilà, donc ensuite on repère des matériaux potentiellement réemployables. Une fois que tous ces matériaux sont répertoriés, notés, etc., on effectue des tests de dépôt soigné, voir si c'est possible de les déposer soigneusement, etc. En fait, on fait une sorte de caractérisation en interne, voir si le matériau ne se casse pas quand on le dépose, et si pour nous, on juge que ça vaut le coup de les déposer soigneusement. Ensuite, on fait aussi tout le travail de conditionnement de ces matériaux, généralement sur palettes qu'on filme ou qu'on cercle. Ça peut être aussi tout simplement le transport qu'on prend en charge et qu'on achemine directement à la matériothèque. Et ensuite, voilà. Donc, on vend ces matériaux en fonction du coût de dépôt soigné que ceci a engendré. Et voilà, ça peut arriver qu'on donne aussi des matériaux, bien sûr. Voilà. Donc les freins qu'on identifie par rapport à une activité de matériothèque, mais surtout de l'activité réemploi chez BDS, c'est que de plus en plus, il y a des marchés sur lesquels il y a des lots réemploi où on ne peut pas concourir, parce qu'elles sont essentiellement ouvertes aux ESS ou associations. Donc du coup, ça fait notre métier et notre activité qui se reverdit qu'on ne peut pas faire. Nous, on est là pour travailler et pour que notre entreprise fonctionne. On a un sentiment un peu d'injustice ou de déloyauté vis-à-vis de ce type de processus parce que on sait, on voit, on constate, parce qu'en général, on a les lots après de déconstruction et de démolition suite au lot réemploi auquel on ne peut pas concourir, qu'il y a une espèce d'omerta sur la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les CSPS, ou quand c'est le lot réemploi qui intervient, donc avec des ESS, ou associations, ils acceptent des choses que si c'était nous, ils n'accepteraient pas, que les collaborateurs sont peu ou moins bien formés que nos collaborateurs en nous en termes de sécurité vis-à-vis tout ce qui est CMR, travail en hauteur, électricité et j'en passe, et que comme c'est de l'insertion, tout le monde ferme les yeux et on continue. Et nous, on fait de l'insertion de façon historique dans nos métiers de déconstructeurs, dans nos clauses d'insertion sur le marché public, mais pas que. Donc, on est acteur de l'insertion. Nous, on estime qu'on est acteur. On n'est pas identifié comme l'étant, puisque maintenant, les ESS sont des entreprises, en tout cas, interviennent sur nos métiers sur lequel on est. Voilà, donc, on trouve cette concurrence-là qu'on estime, nous, déloyale, pas juste, mais c'est le cas de déloyauté, et parce que ces ESS trouvent des subventions pour après conquérir sur des marchés publics. Quand on peut y conquérir, quand c'est quand même ouvert aux entreprises privées, du coup, on part toujours avec un train de retard, et c'est dommage. Et donc, c'est un des freins, du coup, le fait de perdre des marchés de réemploi, mais sur nos ventes potentielles sur notre matériothèque, parce que notre matériothèque, ce que vous disiez, Louis, c'est elle est ouverte que pour nos déchets, que pour nous, pardon, voilà, j'ai failli me faire taper dessus par Louis, que pour nos matériaux, parce que ce n'est pas encore des déchets, que pour nos matériaux issus de nos chantiers de déconstruction. Et donc, moins on a de chantiers de réemploi et de déconstruction sélective, moins notre matériothèque ne peut fonctionner. Donc voilà, donc ce qu'on préconise, nous, Louis, je vais vous laisser le dire. Voilà, on préconise quelques préconisations, du coup, parce qu'on a cette image, nous, comme disait Frédéric, de simples démolisseurs et non de déconstructeurs, alors que nous, on s'efforce d'effectuer de la déconstruction sélective et de la déconstruction pour le réemploi.
et on est peu connu justement sur le marché du réemploi encore à ce jour. Donc, tout d'abord, c'est des préconisations que nous, on juge importantes. Ce sont des formations pour les organismes, justement, d'insertion, formation à la sécurité, etc. Parce qu'on n'a rien contre, au final, que ces personnes-là travaillent. C'est juste que quand on constate un manque de sécurité, il serait important de faire des formations. Voilà. Et de mettre en place des critères de notation tels que les critères techniques, par exemple, qu'on peut voir, et les critères prix, nous, qu'on relève sur les marchés, sur les appels d'offres, une notation sur le réemploi et la capacité de la société à, à conditionner les déchets, à faire du réemploi, à faire part de l'historique de notre société sur le réemploi. On préconise également de contrôler davantage les chantiers de réemploi en termes de sécurité, mais aussi par renseignement uniquement. Et il faudrait plus d'exigences, éventuellement des maîtrises d'œuvre et maîtrises d'ouvrage en termes de contrôle, comme je disais juste avant, et que notre société soit plus reconnue, qu'une reconnaissance verdissante sur ce marché. Voilà. Donc, on va vous faire part un petit peu de nos besoins afin qu'on puisse se développer. Donc, en fait, aujourd'hui, BDS manque de visibilité auprès des acteurs du réemploi. Notre matériauté qui est encore très peu connue, par exemple, et l'activité réemploi de BDS aussi. Nous aurions besoin d'identifier les besoins en matériaux de réemploi des divers acteurs. Comme je disais, même si on est en contact avec des maîtrises d'ouvrage, d'œuvres et des artisans, etc., on manque quand même de visibilité et on manque d'identification des besoins. Et les plateformes locales sont pour nous peu connues encore à ce jour et on s'en sert très peu. Et il faudrait développer justement ces plateformes-là et organiser les points de reprise. Voilà. Et pourquoi pas mettre en place des plateformes régionales en ligne pour qu'on puisse nous aussi partager les éléments qu'on a réemployés et se faire connaître davantage et augmenter notre visibilité. Voilà. Voilà pour les besoins. Merci pour votre écoute. Vous avez l'adresse, je ne sais pas si vous la voyez, l'adresse mail réemploi en bas à gauche, réemploi@bds-groupe.com. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Je ne doute pas qu'on ait des réactions sur votre intervention. J'en aurai, moi, du coup, des questions, mais j'attendrai sagement que nous ayons la dernière intervention d'Olivier Cagnon de Remabat. On a déjà des questions et puis des remarques qui ont été faites dans le chat, donc on y reviendra après. Olivier, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Parfait. Je vais tenter le partage. Dites-moi si ça fonctionne. Allez. Alors. C'est bon? Oui, c'est parfait. Merci Olivier. Eh ben, c'est à vous. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Cagnon. Je suis coordinateur de Remabat, qui est une ressourcerie du bâtiment implantée à Felletin dans la Creuse et qui est également un chantier d'insertion. Et nous avons démarré notre activité l'été dernier. Et pour préciser, donc moi, je ne suis pas du monde du bâtiment. Je suis de celui du réemploi, parce que j'ai travaillé 15 ans à la ressourcerie Court-Circuit à Felletin, dont je suis un des cofondateurs. Donc nous sommes un chantier d'insertion avec une équipe salariée donc d'à peu près 10 personnes. Donc il y a 3 salariés permanents, donc un encadrant technique qui a la compétence chantier, bâtiment et qui encadre l'équipe des collègues en insertion, une accompagnante socio-professionnelle pour faire le travail d'accompagnement sur l'insertion, et 6 et bientôt 8 collègues valoristes du bâtiment qui, eux, sont en parcours d'insertion. Et donc, la ressourcerie du bâtiment est pour nous un support pour faire ce travail d'insertion par activité économique. Au niveau des moyens, donc on dispose de locaux implantés à Felletin. Donc on a 300 mètres carrés couverts
et 2000 mètres carrés extérieurs, ce qui est plutôt confortable pour un démarrage et qui laisse du temps avant d'atteindre les capacités du site. Et nous sommes en location. Et puis aussi, ça me paraît important de mentionner aussi les soutiens financiers qu'on a. On a beaucoup d'aides, notamment sur l'investissement, des aides publiques, mais aussi des aides privées, puisqu'il y a la fondation Agir pour l'emploi d'EDF et la fondation FFB. Sur le fonctionnement, évidemment, on est aidé au niveau des aides au poste, ce qui représente à peu près aujourd'hui, on va dire, la moitié de nos ressources, l'autre moitié étant des ressources propres. Même si, dans l'idée, c'est aussi de développer un maximum ce côté ressources propres à travers des prestations et les ventes de matériaux. 2 mots sur le contexte en Creuse. Au niveau de la Creuse, quand la loi AGEC est apparue, il y a une mobilisation des acteurs pour se préparer aux nouvelles réglementations qui apparaissaient au niveau des déchets, notamment à l'initiative de la Fédération du bâtiment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il en est ressorti une structure. À la fois, il y a eu tout le monde autour de la table, donc c'est-à-dire les syndicats professionnels, la Chambre des métiers, la CCI et aussi les comités de communes, donc tous les collectivités qui ont la compétence déchets. Et on est ressorti une structure qui s'appelle EC-Cube, Économie circulaire de la construction en Creuse, qui a pour vocation de déployer des plateformes, des plateformes de déchets, en gros des déchetteries du bâtiment au niveau de la Creuse. Et ce qui est intéressant pour nous au Remabat, c'est que on est arrivé en complémentarité, c'est-à-dire que EC-Cube s'est positionné pour être une solution pour notamment les déchets recyclables, donc les fameux inertes et décès de flux, et nous, on vient en complémentarité donc pour le réemploi. Et ça veut dire aussi que les acteurs au niveau du département avaient déjà commencé à réfléchir sur la question des déchets et intégrer la possibilité du réemploi. Je vais présenter maintenant les activités de la ressourcerie. C'est un petit schéma qui montre on va dire la chaîne depuis la collecte jusqu'à la vente. Je vais commencer par la partie vente. Donc on vend dans notre matériothèque qui est située à Felletin et qu'on a ouvert au public là au mois de novembre, donc c'est encore récent. On ouvre 2 jours par semaine, donc le vendredi et le samedi. Et ça marche plutôt bien. Les clients sont au rendez-vous. On a bénéficié d'une bonne couverture médiatique, un très bon relais sur les réseaux sociaux. Donc de ce côté-là, on est plutôt content. Et ça confirme l'intuition qu'on avait au démarrage, à savoir que dès lors qu'on a des produits de bonne qualité et puis à des prix corrects, ça part. Et que tout l'enjeu consiste à pouvoir accéder au gisement, à récupérer ce qui aujourd'hui se perd ou se gaspille. On a un petit peu, on a des produits. En fait, on trouve dans notre matériothèque un peu tous les matériaux qu'on peut trouver ailleurs. Hein. Alors, ce qu'on vend le mieux, c'est les menuiseries et puis le bois en général. Alors, le bois brut, hein, des chevrons, des poutres, des planches, etc. Mais on vend aussi de la quincaillerie, des isolants, des éléments de sol, donc carrelage, parquet, de couverture, tuiles, ardoises, appareils de chauffage, luminaires, etc. Au niveau des collectes, on a plusieurs modes de collecte. On fait des collectes en pied de chantier. Donc ça, c'est les artisans et les entreprises qui nous appellent pour venir chercher ce qui a été déposé par leurs soins. À gauche, on voit ce sont des fenêtres et à droite, c'est une couverture en tuile de ciment. Donc il y a 130 mètres carrés, une couverture qui a été déposée, qui n'avait que 15 ans, donc qui est parfaitement réutilisable. Et ça a arrangé aussi l'artisan qu'on vienne récupérer la couverture et qu'il n'ait pas à la charger et à payer les coûts de déchetterie derrière. On récupère aussi les invendus, fin de stock et produits déclassés des vendeurs de matériaux ou d'entreprises. Là, par exemple, sur la photo de gauche, on voit on a récupéré une centaine de plans de travail stratifiés. L'entreprise Chausson aussi nous a donné pas mal de lots de carrelage, alors plutôt des fins de série, hein, pas des grandes surfaces, mais ça part, voilà.
Et puis à droite, Eurovia aussi, qui s'est débarrassé de pas mal d'éléments qui leur restaient. Là, j'ai mis un petit exemple sur les menuiseries pour montrer un peu les différentes qualités qu'on récupère. On a aussi bien de la neuve, là, c'est la photo du milieu, donc une entreprise qui se débarrassait de son showroom, donc on a pu récupérer de la menuiserie neuve, jamais posée. À gauche, c'est un artisan qui a effectué la dépose soignée pour qu'on puisse la récupérer et qu'elle puisse resservir derrière. Et à droite, là, on est plus sur de la réutilisation, c'est-à-dire que ça ne va pas resservir vraiment en menuiserie parce qu'il n'y a pas les dormants. Et du coup, on les vend plutôt à des particuliers pour faire des serres ou des ateliers, des apprentis, des extensions, voilà, en un poste fixe. On réalise aussi des collectes et des prestations pour les particuliers, des petits chantiers de démolition ou des un peu plus conséquents, en tout cas les chantiers où la mécanisation n'est pas possible pour des questions d'accès ou de taille de chantier. Et aussi des curages. Donc là, par exemple, sur l'école Notre-Dame de Guéret, on avait une opération de démolition avec des garages en béton préfabriqué qu'on a récupérés. Et donc, on vend une prestation de démolition et on déduit de la prestation ce qu'on estime pouvoir valoriser en termes de revente. Voilà, donc c'est à la fois et de la prestation et de l'approvisionnement matériaux. En gros, on est par rapport au positionnement qu'on avait eu sur notre offre de service initiale, en fait, on n'a pas encore de dépôt soigné dans les marchés publics. Ça, c'est pas encore dans les mœurs. Et donc, on a réorienté l'offre de service plutôt vers les privés et les particuliers. J'imagine que c'est temporaire. En fait, on a, et là, on arrive sur un peu les difficultés, les freins au démarrage de notre activité. On a un écosystème du monde du bâtiment qui n'est pas encore tout à fait mûr au niveau du réemploi. En gros, pour résumer, je dirais que tout le monde est favorable au réemploi, mais que personne ne veut le prendre en charge. L'exemple que je cite souvent, c'est donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir un maximum d'acteurs de la construction pour expliquer ce qu'on faisait et ce qu'on proposait. Donc je rencontre une architecte, donc maître d'œuvre, qui me dit ah oui, le réemploi c'est super parce qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent sur les chantiers. Par contre, moi je peux pas intégrer ça dans mes marchés. Il faut voir direct en amont avec le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, et que ce soit une vraie volonté et qu'il vous fasse passer avant les marchés, à sa charge et au moment des diagnostics. Je discute avec un maître d'ouvrage qui dit oui, évidemment, le réemploi, pas de souci. Si dans nos opérations de réhabilitation ou de démolition des choses à récupérer, on est pour. Par contre, nous, on ne veut pas s'en occuper. Il faut que vous voyez avec l'entreprise de démolition gros œuvre. Je discute avec un entrepreneur de démolition gros œuvre qui me dit oui, le réemploi, c'est une bonne idée. Il y a plein de choses qui se perdent. Mais moi, je ne peux pas prendre ça en charge, je ne veux pas faire d'avenant, ça ferait des surcoûts, il faut que tu vois avec le maître d'œuvre pour qu'il intègre ça dans ses marchés et que le maître d'ouvrage en ait vraiment la volonté. Voilà où on en est. Je pense que c'est ce dernier qui a raison d'ailleurs. Je pense, moi, qu'il faut effectivement que ce soit intégré dans les marchés. Et donc aujourd'hui, on fait un travail de plaidoyer pour aller vers ça. On fait, là, on va dire, on se met un peu le pied à l'étrier. On a travaillé aussi pour le compte d'Eiffage. Donc, on a fait de la dépose soignée. Là, sur les photos, vous voyez la verrière de la préfecture de Guéret. Donc, on a intégralement démonté, on l'a ramené à la matériothèque et on l'a vendu. Pas très bien, ceci dit, mais on va dire c'était plus pour l'exemplarité de l'opération. Et puis, nous, ça permettait de faire un test aussi. Et puis, on a fait 2 autres curages aussi dans un lycée et puis dans un bâtiment d'assurance. Ces opérations qui sont intéressantes, nous, on va dire, pour se mettre le pied à l'étrier, pour avoir des matériaux, et c'était bien, comme ça nous a aussi aidé à constituer un stock de départ. Après, c'est des conditions de travail pas très confortables parce que en fait, on est un petit peu au dernier moment. Évidemment, c'est pas prévu dans le projet, donc il n'y a pas d'enveloppe, donc on intervient gratuitement, donc il n'y a pas de rémunération de la dépose. Et nous, évidemment, on défend qu'il faut qu'il y en ait une, parce que même si on revend les produits derrière, ça couvre pas tout le travail.
Et on passe un petit peu entre la poire et le fromage avec les démolisseurs au cul. Et voilà, c'est des conditions pas très confortables. Et c'est ce qu'on fait valoir que pour pouvoir faire le réemploi correctement, on doit être intégré dès l'amont du projet. Donc là, je passe au levier à actionner, mais ça, je viens d'en parler. Hein. Donc, intégrer la dépôt soignée dans les marchés publics, là, c'est le travail de plaidoyer qu'on est en train de faire, et inclure le réemploi dès l'amont du projet, y compris dans les projets privés et sans marché, pour que nous, on puisse se positionner et qu'on puisse donner évidemment les conditions qui sont les nôtres pour faire correctement de la dépose. On prévoit, on est en train de travailler à une étude d'action qui se déroule sur cette année, là, 2024, avec des financements du Massif central et de la région Nouvelle-Aquitaine, dans le but de développer le réemploi en Creuse. En gros, les différents acteurs sont assez intéressés par le réemploi sur le principe. La question, c'est comment on y va. Et donc, du coup, on va mettre en place un chantier pilote. Donc, on est en train de rechercher là un chantier qui pourrait s'y prêter idéalement en maîtrise d'ouvrage public. Pour faire une caractérisation poussée, un bon diagnostic ressources de déchets, de faire une dépose soignée, la renseigner avec toutes les contraintes techniques, et derrière de faire une action de formation et bien sûr de communiquer sur tout ça. Le but étant de faire valoir le remplat, de voir dans quelles conditions c'est possible, et de faire monter les acteurs en compétences, les acteurs du territoire. L'idée, c'est que c'est pas Rémabat, c'est pas nous, à nous tout seuls, qui allons prendre en charge l'intégralité du réemploi en Creuse, bien sûr. Il faut que et ça va être l'affaire de tous, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et bien sûr les entreprises qui interviennent. Et on est accompagné dans cette étude par ODIS qui fait un super boulot. Et un autre événement aussi qui est à venir, c'est le salon du réemploi à l'automne à Felletin, qui est en préparation par le lycée des métiers du bâtiment. On a la chance aussi à Felletin d'avoir cet établissement qui est plus que centenaire et qui forme, donc depuis plus de 100 ans, des élèves, des étudiants au métier du bâtiment et qui s'intéressent très fortement au réemploi. Donc là, on a vraiment une synergie à trouver et à mettre en place, avec l'intuition que le réemploi, c'est vraiment un métier de demain dans le monde de la construction et que voilà, il y a toutes les compétences à développer là-dessus. Je vais finir sur les atouts du projet, ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit ça d'un œil plutôt positif. On a un modèle économique qui est fortement subventionné, hein, ça je l'ai précisé, et je pense que ça serait difficile de pouvoir fonctionner autrement, au moins sur un démarrage. Peut-être que à l'avenir, il y a au moins une partie des activités qui pourra fonctionner beaucoup plus sur de la ressource propre. Mais pour l'instant, c'est comme ça. On sent que les acteurs sont intéressés et mobilisés sur la question du réemploi. Je pense notamment à la fédération du bâtiment, aux architectes, certains maîtres d'ouvrage. Donc voilà, il y a quand même une volonté d'avancer. On a une très bonne couverture médiatique. Ça a beaucoup aidé à la fois pour la matériothèque, mais plus généralement pour que les particuliers et les privés fassent appel à nous. Et puis, ce qui est vraiment très soutenant, c'est un webinaire comme on est en train d'en faire. Là, il y a l'émergence d'un écosystème autour du réemploi en Nouvelle-Aquitaine, mais pas que d'ailleurs, avec une culture de la coopération qui est précieuse parce qu'on a vraiment besoin de ça aujourd'hui pour s'échanger les informations et pouvoir avancer tous ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. Du coup, avant de passer aux questions, je me permets quand même du coup de faire une sorte de synthèse de tout ce qui s'est dit et que je remercie les différents intervenants d'être présents et d'avoir joué le jeu de présenter leur structure et du coup aussi les freins et les leviers qu'on peut avoir en région. À chaud, comme ça, je me dis que on avait fait le choix de choisir des structures très différentes pour justement montrer la diversité euh, aujourd'hui des réponses au réemploi. Et puis, je pense qu'on est qu'au début, on a une filière qui est en pleine expansion et du coup, on a plein d'acteurs qui se saisissent des sujets avec du coup, chacun en fonction de la structure qu'il est et du coup, les freins qu'il connaît. Donc, quand on a une structure d'insertion ou une structure de l'USS ou une structure privée, du coup, on n'a pas forcément ni les freins ni les mêmes leviers. Cela dit, je me dis quand même que après vos interventions, on voit
la nécessité malgré tout de continuer les efforts sur la sensibilisation et l'acculturation au réemploi. Et je pense que ceux qui me connaissent un peu, quand je vois qu'on est encore obligé d'intervenir gratuitement pour faire de la prestation de services réemploi, ça me fait quand même plutôt bondir. Je crois qu'on a vraiment un intérêt collectif, que ce soit les structures d'insertion, les structures de l'ESS ou les structures privées, à valoriser le travail lié au réemploi. Ça, c'est ma première remarque, parce que je peux pas ne pas me permettre de réagir sur ce sujet-là, et qu'on a tout intérêt effectivement à continuer la coopération et la collaboration sur les territoires pour permettre du coup euh, l'avènement de plateformes et que ça se passe dans les meilleures conditions, quel que soit le choix fait du modèle de plateforme. Voilà. Du coup, on va prendre des questions. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui avaient été posées sur le chat. Donc, Théamana, je te laisse les reprendre. Et si Oui. jamais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont envie de réagir en prenant la parole et en allumant micro et caméra, j'y suis plutôt favorable. Voilà, j'ai vu que Charlie levait la main. On prend d'abord toutes les questions qui ont été posées en chat dans l'ordre. Et puis après, on prendra des réactions caméra et vidéo. Je te laisse prendre la main, Théamana. Ouais, ça marche, c'est parti. Alors effectivement, les premières questions étaient pour BDS, notamment par rapport au constat que vous faisiez sur la concurrence déloyale que vous pouvez un peu, enfin voilà, que vous identifiez comme déloyale par rapport aux acteurs de l'ESS et de l'insertion. Donc il y avait une réflexion de Mélusine qui disait qu'effectivement les flux étaient quand même importants. Et est-ce que du coup, dans ce cadre-là, vous avez pu, enfin, est-ce que vous verrez la possibilité de développer des synergies, des partenariats avec ces acteurs ESS qui peuvent vous faire de l'ombre, notamment sur les marchés où voilà où vous parliez aussi des fois du manque de compétences. Peut-être que vous avez noté que vous avez des voilà, de par votre métier et puis la longévité de votre structure, effectivement, vous êtes peut-être plus performant sur certains aspects. Est-ce que vous faites aussi de la montée en compétences, de la formation? Est-ce que c'est des choses que vous envisagez? Voilà, on avait surtout des questions par rapport à ça. Du coup, si vous voulez réagir à la fois sur la mise en place de synergies de coopération et sur la montée en compétences. La montée en compétences, on a fait via nos clauses d'insertion. On en fait pour nos collaborateurs en termes de formation interne et pour qu'on puisse performer et être beaucoup plus performants sur nos chantiers. Les collaborations, on en fait déjà avec des acteurs du réemploi, mais c'est plus des partenaires que des concurrents dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble et qu'on arrive à marcher ensemble. Mais voilà, en fait, il y a les deux choses. C'est que notre matériauthèque, nous, on estime que on sait la faire vivre, entre guillemets, et pas survivre par rapport à des subventions ou quoi que ce soit. Donc, on sait la faire vivre avec nos matériaux. Par contre, pour qu'on puisse amener des matériaux, il faut qu'on puisse aller sur des marchés, pour l'instant, qui peuvent nous être fermés, parce que essentiellement pour les ESS et les associations. Voilà. Après, Frédéric, sur ce sujet-là, moi justement, je me posais la question, euh, comment un marché peut être réservé qu'à des acteurs de l'ESS? Enfin, je veux dire, sur les marchés avec clause d'insertion, bah, si vous avez la capacité d'y répondre, du coup, vous êtes jugé comme n'importe quelle structure. Il y a un article de la commande publique qui permet ça. Qui permet, alors, je l'ai lu ce matin, justement, il faudrait que je retrouve le numéro, mais qui permet à l'acheteur public, à la commande, aux maîtrises d'ouvrage public, d'allotir et de certaines parties de son marché de le dédier qu'à des entreprises liées à l'insertion. Oui, Ouais, je confirme ça, hein. oui, Après, oui, de ouais, vas-y l'insertion. Anaïs. Alors, insertion, secteur adapté et ESS, c'est un peu plus difficile, l'article sur l'ESS, parce que c'est des conditions un peu spécifiques. Ils ne peuvent pas renouveler les marchés, donc c'est assez peu utilisé. C'est vrai que historiquement, comme les acteurs de l'insertion, que ce soit secteur adapté ou insertion, œuvrent dans le réemploi, etc. Bon, bah, ils sont aussi identifiés et peut-être moins visibles que vous. Je sais pas, ça doit dépendre aussi des territoires, mais effectivement, c'est des acteurs qui sont sur ces thématiques depuis un moment, qui du coup sont identifiés. Et comme effectivement, par ailleurs,
la commande publique a des obligations et il va avoir de plus en plus d'obligations avec la loi 2026 de faire appel au secteur de l'insertion. Et effectivement, il va y avoir de plus en plus de clauses d'insertion, il va y avoir de plus en plus de marchés réservés. Et effectivement, au vu des flux, au vu des différences des tailles de structure sur la question du réemploi, il y a tout intérêt effectivement à voir, mais bon, ça demande du temps de se connaître, comprendre les fonctionnements, les modèles économiques ne sont pas toujours très faciles à mettre en synergie, mais il y a un vrai questionnement à avoir là-dessus parce que de toutes les façons, il va falloir à la fois que la commande publique se mette sérieusement sur ces sujets, sur la question du réemploi, mais aussi sur la question de l'insertion. Et effectivement, des acteurs qui sont aussi importants comme vous vont devoir en fait coopérer avec le reste des acteurs de l'ESS. Donc, c'est en tout cas des réflexions intéressantes à avoir. On coopère déjà par rapport à une des questions. On est affilié, nous, à la FFB via le CEDR, le syndicat des entreprises de démolition et de recyclage. Et il y a des entreprises via ces syndicats-là qui se posent la question, c'est l'aberration de monter des ESS pour qu'on puisse répondre maintenant à des marchés de dépôts soignés parce que trop fermés. Donc, c'est les aberrations où on est en train de tomber. Alors, je vais exagérer exprès pour choquer, quand la personne qui a précédé là, ces questions présentait la ressourcerie, parce que c'est une ressourcerie, un atout, c'était qu'elle soit subventionnée. Il disait dans ses propos, il minorait malgré tout. Mais non, nous, notre atout, c'est justement on n'est pas subventionné et on croit que réellement le réemploi, on sait le faire et c'est une activité pour nous. C'est pas forcément du bénéfice, mais c'est au moins c'est une activité et on estime que ça va être des déchets en moins et que c'est surtout qu'on veut que ce soit à l'équilibre. Donc, c'est là où on est dans un monde en ce moment où il faut aller à la recherche à la subvention pour les ressourceries pour qu'on puisse aller vers le réemploi, alors que nous, on estime qu'on n'a pas besoin de subvention pour faire du réemploi, mais il faut l'organiser et il faut surtout arrêter de cloisonner les marchés pour que les acteurs privés, même si on est peut-être les méchants parce qu'on est des privés, etc., et on n'est pas subventionné, mais en tout cas, nous, on croit que le réemploi sur nos chantiers, c'est quelque chose qu'on peut faire vivre nos collaborateurs pour, quand ils ont besoin, qu'on puisse les reclasser sur des activités comme ça, etc. Et aussi pour développer et qu'on puisse avoir une pérennité sur notre territoire. Après, selon moi, il y a quand même deux sujets, hein. C'est-à-dire qu'il y a le sujet des marchés réservés qui, de toute façon, comme le dit Théamana, est lié principalement à l'insertion, et c'est ce qu'il me semblait aussi, hein. La clause ESS est très, très compliquée à aller chercher. Donc aujourd'hui, c'est plutôt l'insertion qui est mise en avant. Donc ça me semble assez difficile à combattre, hein. Enfin, en tout cas, à moins que vous ayez effectivement l'envie de développer plus avant ce sujet-là. C'est justement avec notre fédération, nous, on est acteurs de l'insertion. Hein, alors, les c'est que vous ETI. n'êtes pas suffisamment identifié, Frédéric. Je veux dire, après, vous pouvez pas Clause reprocher. d'insertion, non, je suis désolé, mais Je me permets, j'aimerais bien m'exprimer, s'il vous plaît. Oui. Ouais, moi aussi. Charlie Rutiaguer des Compagnons Bâtisseurs, pour le coup, je coordonne un atelier chantier d'insertion, donc plateforme Solibat 40 à Saint-Martin-de-Seignance. Je voulais réagir sur plusieurs sujets pour apporter un éclairage, pour le coup, du côté d'un acteur de l'insertion. Une première chose, c'est que vraiment la première des choses, c'est, je pense, ce sur quoi voulait aller Anaïs, c'est qu'il faut bien dissocier la question de l'allotissement entre la dépose soignée et du réemploi avec démolition des amiantages et la question de la réservation des marchés à l'insertion. Des marchés réservés, je veux dire, ça a toujours existé sur ce secteur comme sur le secteur du bâtiment. Nous, en l'occurrence, les compagnons bâtisseurs, notre fonctionnement sur nos plateformes, c'est qu'on fait du chantier, de réhabilitation en seconde œuvre et on fait également du chantier de dépôt soigné. Donc, c'est des pratiques qui existent également sur des lots de seconde œuvre. Et après, sur la question de l'allotissement, par exemple, si je prends, sans parler des constructions réemploi, si vous avez un lot peinture, un lot plâtrerie,
une entreprise classique peut répondre sur 2 lots. Donc, voilà, je sépare bien les deux. Je vais pas rentrer derrière sur politiquement, est-ce que on a intérêt à réserver des marchés pour l'insertion? Moi, personnellement, je pense que oui, on a des pratiques différentes en matière d'insertion. On n'accompagne pas les mêmes publics que vous. En interne, on a des accompagnants socio-professionnels. Donc, on accompagne des publics qui sont plus éloignés de l'emploi. En l'occurrence, en démarche de formation, moi, je serais très intéressé pour échanger plus avant avec vous parce que la formation professionnelle, nous, ça fait partie intégrante du parcours des salariés que l'on accompagne. C'est-à-dire qu'ils passent le SST, le SS4, le travail en hauteur, le montage, démontage d'échafaudage, l'habilitation électrique. Tout ça, ça fait partie intégrante de leur parcours d'insertion. Voilà. Donc, ça, et derrière, vraiment, donc, on a des. Donc, voilà, moi, les clés de compréhension du truc, c'est. Ouais, ouais. On différencie l'allotissement, juste. On ne mobilise pas les mêmes compétences pour faire de la dépose soignée et du réemploi et pour faire de la démolition et du désamiantage. Donc, moi je suis. Quand je dis ça, je dis pas qu'il faut absolument. Travailler sur les lots dépôt soigné réemploi en marché réservé. Par contre, si vous mettez tout dans le même lot, le volet dépôt soigné et réemploi et le volet démolition et désamiantage, vu le poids des lots démolition et désamiantage, notamment sur le poids financier que ça représente par rapport au volet dépôt soigné et réemploi, en réalité, l'offre au final, que ce soit entre démolisseurs ou entre groupements démolisseurs et acteurs de l'ESS, structure d'insertion, peu importe, l'offre sera jugée sur le volet démolition uniquement. Parce qu'en matière de prix, vous avez 80 ou 90% du prix qui porte sur la démolition, sachant que le critère prix dans les marchés, il est au minima, à minima à 60%, et je suis plutôt gentil. En général, c'est plus. Ça veut dire que vous ne faites pas en sorte, en ne faisant pas l'allotissement dépôt soigné et démolition, de pouvoir établir une évaluation des offres qui permettent d'avoir des acteurs compétents et qualifiés et qui ont les moyens de faire le volet dépôt soigné correctement. Voilà. Et dernière chose, sur le fonctionnement et le fait qu'il y ait des acteurs qui soient subventionnés ou non, on ne fait pas la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les structures comme les nôtres récupèrent des matériaux autres. On fait de la collecte en pied de chantier auprès d'entreprises. On fait de la collecte en déchetterie. On a une tarification solidaire pour la revente de nos matériaux. Et en matière de dépose, on dépose également des matériaux plus variés, je pense. Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas si vous démontez des prises, des inters, mais je dis ça peut-être que vous le faites. Mais en l'occurrence, cette différence de fonctionnement fait que nous, aujourd'hui, nos modèles économiques, oui, clairement, on a besoin de faire du chantier. Sinon, en fait, on ne peut pas assurer les autres fonctions dont je parle, à savoir aller faire de la collecte de matériaux autres que sur nos chantiers. Parce qu'effectivement, si on faisait que du chantier et de la revente de matériaux issus de nos chantiers, on pourrait être rentable et ne pas dépendre de subventions. Voilà. Et à côté de ça, moi, quand je dis ça, c'était juste vraiment pour expliciter le point de vue d'un acteur de l'insertion. Moi, pour le coup, on est très ouvert à travailler avec des démolisseurs. On l'a déjà fait. Et au contraire, je pense que c'est des choses qui peuvent être très intéressantes parce que les salariés qu'on accueille en parcours d'insertion, pour moi, ils ont vocation à travailler dans vos structures par la suite. Voilà. Et, Merci et Charlie clairement, pour sur ton notre territoire, intervention. on travaille avec des démolisseurs avec plaisir. Après, Alors, je pense ce qu'il y a que quand je même, vous il y a quand même moyen propose, de se dire qu'il y a une complémentarité possible, effectivement. Benoît, vous vouliez réagir aussi? on va peut-être prendre, alors il nous reste un peu plus de 10 minutes, peut-être qu'on prend encore Oui, une intervention sur ce sujet-là le plus court possible et après moi je pour vais qu'on faire très puisse court, hein. voir le reste des questions aussi. Non, mais c'était Vas-y, pour Benoît. réagir aussi. C'était que les structures d'insertion, en fait, c'est pas des structures de seconde zone, hein. On a les mêmes devoirs en termes de sécurité qu'une entreprise. Et puis, ben, du coup, je suis étonné que certaines structures n'aient pas toutes les qualifications de leurs salariés. Les salariés en parcours ont des CDD, CDD de droit commun.
donc avec les mêmes règles qu'une entreprise de démolition ou qu'une autre entreprise que ce soit. Donc, moi, je suis hygiéniste du travail et de l'environnement, donc tous nos salariés, enfin, quelque chose que on met en avant, la formation par le travail, la formation sécurité, bien sûr, parce que ben, comme le disait le collègue, avant tout, nous, nos salariés, c'est que ils aient toutes les compétences, savoir-être et savoir-faire pour intégrer des entreprises comme celle de BDS ou comme d'autres. Donc, on a tout intérêt aussi à les préparer et à faire de la formation pour qu'ils soient à même de retrouver un emploi et un emploi durable. Donc, peut-être que ça se trouve sur certains chantiers qui est des. Enfin voilà, moi je suis un peu étonné, enfin beaucoup étonné du fait de considérer des structures d'insertion comme des structures de seconde zone ayant des passe-droits. Malheureusement, non, on a aussi des contrôles, aussi bien de différents services, des impôts, que ce soit ou de la sécurité. Et, euh, et tant pis et tant mieux. Voilà. On se doit d'être aussi exemplaire qu'une entreprise traditionnelle. Voilà, merci. Merci Benoît. Après, je pense que peut-être la distinction ou l'amalgame qui est fait, c'est des acteurs de l'insertion et des acteurs de l'ESS, hein, qui sont pas forcément, tous les acteurs de l'ESS ne fonctionnent pas forcément en modèle insertion. Donc, il ne faut pas mélanger tous les sujets. Et je reste persuadée, même si effectivement, euh, il y a des cultures un peu différentes, que la coopération est possible et on sait qu'elle l'est sur bon nombre d'opérations et que bah, le rôle aussi de Cadres, c'est bien celui-là, c'est de mettre en lien les acteurs pour leur permettre d'avancer ensemble et puis de monter en compétences et en professionnalisation. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en lien après ce petit webinaire. Il y avait Olivier Rémabat qui... Oui, très rapidement, c'était c'était pour réagir. J'ai peut-être pas été très clair, mais pour moi, les subventions, c'est pas une fin en soi. Faut se rendre compte que nous, on est sur un territoire où il y a aucun acteur qui fait ça, où il y a aucune vision sur le réemploi. Il y a tout à faire, tout à défricher, et c'est nous qui le faisons. À ce titre-là, ça me paraît intéressant que les pouvoirs publics subventionnent la montée du réemploi dans le monde du bâtiment. Et nous, on ne demande que ça, de travailler avec des entreprises et travailler en coopération et qu'on trouve chacun sa juste place dans cet écosystème. Voilà. Oui, merci Olivier. Je crois qu'il faut quand même effectivement compléter les propos à la fois d'Olivier et de Charlie sur ce sujet. C'est que souvent les acteurs ESS et parfois ESS plus insertion sont aussi des acteurs mobilisateurs sur des territoires. Ils ne font pas que déposer et vendre. Donc il y a aussi tout un rôle bah, qui peut pas être financé par une activité lucrative liée à la dépose et à la revente. Donc je pense qu'il ne faut pas effectivement tout mélanger. Et on l'a vu et dit plusieurs fois, la complémentarité est évidente et à continuer de construire et consolider. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Théamana, sur... Ouais, Oui, alors, juste une remarque. pour... On a juste le droit de ne pas être d'accord avec. C'est pas tout mélanger que de donner son avis. On a juste le droit de ne pas être d'accord avec des choses qui se passent, c'est tout. Mais je pense qu'effectivement, on ne sera pas d'accord sur le fonctionnement. Et tant pis. Et en tout cas, nous, notre volonté, c'est que le remploi fonctionne dans la structure de BDS. Voilà. Oui, oui. Après, je pense que le vrai sujet aussi, quand il ne faut pas tout mélanger, c'est que du coup, on a des acteurs qui sont en construction. Les démolisseurs, vous avez la chance depuis bah, des années de pratiquer votre métier et d'avoir du coup tout le matériel, toutes les qualifications, tout ce qu'il faut pour pouvoir pratiquer la dépose soignée, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs qui se lancent dans des territoires qui sont dépourvus de solutions. Et donc, du coup, ils ont tout à construire et ne partent pas forcément déjà du même niveau. Donc, du coup, il y a forcément un temps pour peut-être arriver à faire les investissements nécessaires. Et du coup, comme ils travaillent sur des fonctions un peu transverses d'intérêt général, ils captent des financements pour pouvoir faire ce travail-là. Mais il y a aucune, enfin, pour moi, il n'y a aucune incompatibilité. C'est juste qu'on peut pas, on peut pas avoir des avis enfin, aussi binaires. C'est-à-dire que Rémabat, par exemple, sur son territoire, fait beaucoup d'autres choses que de la simple dépose et de la revente de matériaux. Donc, il ne peut pas être dans le même modèle que BDS, gros groupe de démolition. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible de coexister, c'est juste que c'est très différent. Thermana, est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Oui, alors c'était pour BDS. Il y a deux personnes, je pense, qui se demandaient si c'était possible d'avoir accès à votre catalogue, notamment sur Internet. Notre catalogue, il n'est pas encore sur notre page internet, mais il est sur Le Bon Coin, sur CycleUp. Matériaux, réemploi, faut chercher sur Le Bon Coin ou sur CycleUp. C'est référencé, mais on doit le mettre rapidement sur notre page, sur notre site internet. Et on partage à nos partenaires en général les matériaux qu'on a à réemployer. On commence à avoir un réseau qui se développe, donc on partage nos matériaux de cette façon-là pour l'instant et justement ça va se mettre en ligne très prochainement. Donc Articonex, on va même dans le Jura pour vendre nos matériaux, etc., etc. Voilà. Ok, donc par rapport à BDS, on a pas mal échangé là sur le sujet. Alors du coup, on avait des questions pour Remabat. Est-ce que vous faites du reconditionnement des matériaux que vous réemployez? Non, pour la partie valorisation, on n'est pas encore très avancé. On fait essentiellement du nettoyage, de la redécoupe, des choses comme ça. On prévoit peut-être de faire de l'aérogommage, notamment pour pouvoir revaloriser les radiateurs fonte. On en récupère pas mal et ça, il y a de la demande dessus. Ou les menuiseries, notamment les menuiseries intérieures pour enlever la peinture. Enfin voilà. Mais effectivement, toute la partie valorisation est encore à développer. Et pour ça, on attendait un petit peu de passer la phase du démarrage et de voir qu'est-ce qu'on récupère comme typologie de matériaux pour savoir comment s'orienter, quoi. Merci. Ok, alors après là, on a plus de questions, mais plus des remarques ou des petits éléments, des informations complémentaires qui pourront peut-être faire la clôture. Donc, Philippe Laville qui nous dit que les modalités d'aide étatique sont différentes pour les acteurs associatifs que pour comme les groupes, comme pour Cassou. Donc voilà, bon, c'était pour, je pense, pour revenir en complément du petit débat qu'on avait. On a un message d'Antoine de l'ADEME. Excusez-moi, Pardon? c'est pas le débat, je ne comprends pas la remarque. Le CICE, effectivement, il y a des crédits à la recherche. Si c'est ça, ben oui, on fait de l'innovation aussi, et des fois, on peut avoir des subventions sur le crédit à impôt, des subventions publiques, mais ce n'est pas toutes les années, et à chaque fois, c'est suivant les projets. Donc, je comprends pas la remarque. Effectivement, on savait qu'en donnant notre avis, qui est peu différent de la majorité de ce qui peut se passer chez Cadres, ça allait créer des points d'achoppement, mais ce n'est pas grave, et en tout cas, nous, on est persuadés qu'en étant acteur du réemploi chez BDS, c'est quelque chose qui nous porte et auquel on tient. Voilà. Après, c'est très bien, vous avez bien fait, au contraire, de dire ce que vous pensez et les réalités aussi, comment vous les vivez. Après, je pense que vous aussi, vous le surlignez, que vous aviez quand même vous, c'est un problème pour vous, en fait, d'être en concurrence, en fait, avec les acteurs de l'ESS de manière générale. Donc, il y a peut-être aussi un intérêt à aller se rapprocher pour essayer de mieux comprendre comment tout se passe des deux côtés, hein, parce que les acteurs de l'ESS connaissent pas non plus tous vos fonctionnements et tous vos freins, etc. Mais je pense que pour des deux côtés, c'est réellement important voilà, d'échanger et de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et j'ai d'ailleurs un message de Antoine Bonge de l'ADEME qui nous dit: Merci à tous pour ces échanges, quelle que soit la filière, le thème. Lorsque nous instruisons des dossiers d'aide pour les équipements, nous nous préoccupons du maillage et de la complémentarité des acteurs. Alors non, attendez, je vous lis. Nous nous préoccupons du maillage entre acteurs, complémentarité, concurrence, avec en priorité l'émergence d'activités lorsqu'il existe des zones vierges. Donc effectivement, ils vont peut-être parfois privilégier, enfin voilà, mettre des financements sur certains territoires où il y a des acteurs ESS, mais sur des territoires qui sont vierges. Et donc ils font quand même attention aussi au maillage du territoire. Donc c'était Après, le du message coup, de l'ADEME. Il nous reste 1 minute. le réemploi, enfin la filière de réemploi est en pleine mutation et c'est très bien. Enfin, moi, de toute façon, si on a convié BDS pour présenter son activité aujourd'hui, c'est parce qu'on est ravis que ces choses-là se développent.
On sait très bien que la massification va nécessiter beaucoup de moyens et que du coup, plein d'acteurs différents vont se saisir des sujets et c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, enfin, il y a aucun problème là-dessus, Frédéric. J'espère que vous en êtes conscient. Moi, en plus, je porte toujours la voix de l'ouverture et de la coopération. Donc, comme le dit Théa Mana, je crois il y a matière à ce que chacun apprenne des uns et des autres. C'est-à-dire que les acteurs de l'ESS aujourd'hui souffrent souvent avec des modèles économiques fragiles. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à apporter sur ces sujets-là et sur l'aspect peut-être sécurité pour certains. Et à contrario, peut-être qu'ils peuvent apporter un réseau, un soutien qui vous permettrait d'être plus visible et de montrer aussi la volonté de verdissement que vous affichez dans votre présentation. Je pense qu'il y a tout loisir à faire des choses bien sur notre territoire. Et c'est aussi la volonté de Cadres, hein, même si on a effectivement une orientation OSS, puisqu'on est aujourd'hui financé par la direction de l'ESS, mais on est très conscient individuellement et collectivement que c'est un sujet dont tout le monde se saisit et dont tout le monde doit se saisir, quel que soit son statut euh, et, euh, et ses velléités. Voilà. Je vous propose de conclure le webinaire et je vous remercie à toutes et à tous d'y avoir participé. Merci à nos intervenants pour leur témoignage et le courage aussi de porter effectivement certains discours. C'est aussi la richesse de cette filière. Et bien sûr, il sera accessible en replay pour les absents. On communiquera tous les éléments à la suite du webinaire que les intervenants voudront bien nous fournir. Et on espère que ce sera le début de belles coopérations, en tout cas sur le territoire, sur le sujet du réemploi et des plateformes. Merci à L'écomaison a tous publié quelque chose qui peut peut-être être et intéressant pour puis tout le monde. à très bientôt pour de prochains rendez-vous. On a d'ailleurs une bulle de coopération en fin de semaine sur le territoire du Lot-et-Garonne et une autre bulle de coopération à venir en Haute-Vienne le 11 avril. Voilà, merci Et beaucoup. Ecomaison qui nous dit qu'un appel au projet réemploi est lancé sur la REP PMMCB. Donc, regardez, dernière information de dernière De seconde. dernière Voilà. minute avant la clôture du Voilà. webinaire. Merci, bonne fin de journée à toutes et à Merci à tous. tous. Au revoir, bonne fin